Bonsoir à tous. Je voudrais juste faire un petit lien en fait entre la partie qui vient d'être faite par Olivier et Pierre et la partie qu'on va vous présenter maintenant. Nous, on va vous parler du pétrole. Alors, on pourrait se demander pourquoi dans un cercle de réflexion, on réfléchit sur le pétrole. Alors, je ne vous ferai pas du jeu de mots au César, mais le pétrole, c'est la vie, et la vie, c'est le pétrole. C'est le sang de l'économie, et on a aujourd'hui, on l'évoquait, des déséquilibres qui sont terribles. Je reprendrai l'exemple de la Chine qu'on évoquait tout à l'heure. On n'a pas quantifié, mais pour vous donner un ordre d'idée des bouleversements qu'il y a au niveau de nos économies. Les matières premières sont extrêmement parlantes pour ça. En 2000, vous voyez, c'était pas il y a des siècles, hein, il y a 15 ans, la Chine consommait 10% de tout le cuivre et de tout l'aluminium qui était produit dans le monde. À votre avis, aujourd'hui, la Chine consomme quelle partie de l'aluminium et du cuivre qui sont produits dans le monde ? Elle consomme entre 45 et 50% de la totalité du cuivre qui est produit dans le monde. Donc on a eu un bouleversement qui a été monumental, qui a expliqué cette croissance qu'on a connue, qu'ont évoqué Olivier et Pierre, et qui nous ont amené aujourd'hui à un excès de production qui fait qu'on est dans la situation très compliquée où le pétrole est en train de rebaisser, parce que, comme la Chine a ralenti, comme vous l'ont très bien expliqué Pierre et Olivier, on s'est retrouvé dans une situation où on avait des surcapacités de production, et un certain nombre de pays n'ont pas joué le jeu pour faire disparaître ces capacités de surproduction. Sur le pétrole, c'est particulièrement vrai. Alors, ça pose des problématiques environnementales extrêmement importantes, ça pose également des problématiques économiques extraordinaires. C'est pour ça que ce soir, avec Nicolas, on va vous proposer un petit jeu. On va jouer à qui veut gagner des millions. Qui veut gagner des millions? Alors on a 6 questions, on a 40 minutes, on va peut-être pas aller... on a quand même un hommage à la fin qu'on va rendre à un de nos ministres qui a récemment quitté son poste. Et on pensait que c'était important pour sa carrière de presque 25 ans de lui rendre ce bel hommage. Alors tout de suite, sans plus tarder, première question, on va vous faire participer bien évidemment. C'est le principe du jeu, rendre le plus de millionnaires possible. Première question, pourquoi le prix du pétrole a chuté de plus de 70% depuis 2014? Alors si vous êtes au fond, vous ne voyez pas, je vais quand même vous lire les réponses. Réponse A, l'indépendance énergétique américaine. Qui a entendu parler de l'indépendance énergétique américaine? Un petit peu quand même, on nous a quand même beaucoup bassiné. Barack Obama nous a ramené ça plusieurs fois. B, planche habillée capoute. Planche habillée capoute. Alors là, je vais vous demander de dire si vous êtes d'accord ou pas avec cette réponse, et comme ça on va un peu savoir qui gagne. Alors, planche habillée... Non, on va pas l'expliquer, justement, on verra ça plus tard. On peut éventuellement appeler un ami, un iconoclaste, c'est possible. Réponse C, hard landing en Chine. Tout le monde nous a expliqué. Hard landing en Chine, la baisse du prix du pétrole, c'est la Chine. La croissance n'est pas à 7%, mais à 3%. Hard landing en Chine. Et la réponse D, c'est le dollar stupide. Un bras qui se lève, un iconoclaste, je ne suis pas tout seul, merci. Bon, on va écouter, donc c'était un petit peu mitigé entre l'indépendance énergétique américaine et la Chine. Alors l'indépendance énergétique américaine, qu'est-ce qu'il faut savoir sur les États-Unis? C'est que, en fait, les États-Unis, c'est le plus grand importateur mondial de pétrole depuis 50 ans. Depuis 50 ans. Alors je me suis amusé à retrouver cette statistique, les États-Unis consomment 20 millions de barils par jour. 20 millions de barils par jour, ça parle à personne. Alors moi, je vais essayer de vous faire parler, qu'est-ce que c'est le pétrole? Vous êtes déjà tombé en panne d'essence? Certains d'entre vous, vous avez poussé votre voiture sur 10 mètres, sur 20 mètres, sur 30 mètres, peut-être pas 500 mètres. Alors le pétrole, c'est, vous prenez cette bouteille d'eau, vous la remplissez à moitié, ça vous pousse la voiture sur 5 km. 5 km. Ça, c'est l'énergie que vous avez dans un litre de pétrole. Pour ceux qui sont plus fans de l'Égypte que de la voiture, on va parler d'Égypte. Si on considère par exemple qu'une pyramide, les pyramides de Khéops, prenaient 10 000 personnes pendant 20 ans pour être construites, 10 000 personnes pendant 20 ans, avec la consommation de pétrole par jour, on construit 100 pyramides. 100 pyramides par jour, donc par an on en construit 36 500, et pendant 20 ans, quand l'Égypte construit une pyramide, aux États-Unis, ils en construisent 730 000.
730 000. Ça vous donne un ordre de grandeur de qu'est-ce que c'est le pétrole. Alors ceci étant dit, les États-Unis sont indépendants sur le gaz. C'est vrai, grâce à la révolution du gaz de schiste, mais ils restent le premier importateur de pétrole. En 2015, ils ont peut-être été dépassés par la Chine. Ils se sont rejoints grâce à la révolution du pétrole de schiste. Mais a priori, comme la production de pétrole aux États-Unis commence à baisser depuis l'an dernier, ça ne va pas durer. Alors, 7 millions de barils par jour importés sur une consommation de 14 millions, voilà, ils sont à peu près à 40% d'indépendance, 40% d'importation, donc ils sont quand même loin de l'indépendance. Alors maintenant, la planche à billets capote, qu'est-ce que ça veut dire? On en a parlé avec Olivier et puis avec Pierre tout à l'heure, et j'ai un beau dessin ici d'Olivier Berruyer. Vous voyez en fait les titres au bilan de la Banque fédérale américaine avec les différentes planches à billets 1, planches à billets 2, planches à billets 3, donc c'est quand on crée de la monnaie, et on sait que quand on crée de la monnaie, on crée des bulles. Et ça va dans des actifs financiers, et notamment dans le pétrole, qui est devenu un actif financier depuis le début des années 2000. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on a créé de l'argent, le pétrole augmente entre 20 et 30 dollars. Entre 20 et 30 dollars. Et en fait, on voit que quand les prix du pétrole étaient très élevés entre 2010 et 2014, une proportion sans doute au moins de 20 à 30 dollars était liée à ces assouplissements monétaires aux États-Unis. Alors maintenant, la Chine, c'est une donnée qui n'est pas facile à avoir, la Chine, parce que les données en Chine, par définition, c'est pas évident. Est-ce que la consommation de pétrole a baissé en Chine? Eh bien, la consommation de pétrole en 2015 a augmenté en Chine. Elle a augmenté en Chine. De 2010 à 2014, c'était plutôt des augmentations de 3% par an. Entre 2014 et 2015, c'est 5%. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils l'ont consommé. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Chinois? Le pétrole étant sous les 50 dollars, ils l'ont acheté pour le stocker. Donc, ils ont fait des transferts de champs pétroliers d'Arabie Saoudite en Chine pour les mettre sous leurs pieds et se constituer des réserves stratégiques. Nous, vous savez qu'en Europe, on a à peu près 3 mois de réserves de pétrole. C'est le cas aussi aux États-Unis, même s'ils commencent à le vendre, ces idiots, alors que ça coûte 30 dollars. Et en Chine, ils sont aujourd'hui à 1 mois et demi d'importation de pétrole, et donc ils constituent ces stocks. Alors le dernier, pour lequel j'ai vu presque aucune main se lever, c'est le dollar. Alors la première fois que j'ai vu ça, ça m'a laissé un peu pantois. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous avez en gris, c'est la valeur du pétrole, et en bleu, c'est la valeur du dollar, par rapport aux autres monnaies. En fait, si vous retournez les courbes, la superposition est parfaite. La superposition est parfaite. Entre 2012 et 2015, la corrélation entre les prix du pétrole en dollars et la valeur du dollar est parfaite. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça marche bien, mais ça marche depuis 2003. Depuis 2003, en fait, on se rend compte que la baisse du prix du pétrole, tout le monde vous dit c'est l'offre, c'est la demande, c'est les Américains, etc. En fait, depuis 2003, juste la valeur du dollar permet d'expliquer les prix du pétrole. 2 chiffres intéressants. Alors vous savez que les dollars est un plus haut en ce moment. Si le dollar dévalue de 13% par rapport à toutes les autres monnaies, le pétrole est à 80 dollars. S'il dévalue de 20%, on est à 100 dollars. Donc si vous voulez savoir qu'est-ce qui va se passer sur les prix du pétrole, regardez le dollar, regardez la politique américaine, regardez potentiellement le prochain quantitative easing, mais sachez que c'est sans doute, et moi je fais partie d'un autre groupe de réflexion avec un âge un peu plus élevé, l'association pour l'étude du pic pétrolier, 90 ans de moyenne. Ces gens-là, alors 90 ans parce qu'avant on était à 92 avant que j'arrive, et donc ces gens-là c'est des anciens géologues pétroliers qui ont fait toute leur carrière dans l'industrie, et pour eux l'explication la plus plausible des prix du pétrole, c'est celle que vous avez sous vos yeux. Voilà. Alors je vais laisser la main à Benjamin pour la seconde question. Merci Nicolas. Alors, dans les points que Nicolas n'a pas évoqués, c'est qu'effectivement le dollar est une explication extrêmement importante. L'une des explications en fait de l'importance du dollar, c'est aussi le fait que quand le dollar s'apprécie,
la plupart, ça veut dire que les monnaies qui sont en face se déprécient. Et donc, vous avez un certain nombre de pays. On va prendre l'exemple de la Russie, pour que vous voyez bien. En Russie, aujourd'hui, le pétrole, vous avez vu, il a un peu baissé quand même ces derniers mois. Hein. On a perdu 70% par rapport au plus haut de 2014. En Russie, il faut savoir qu'une entreprise pétrolière russe, elle produit son pétrole en payant ses ouvriers en roubles, en payant ses charges en roubles. Et donc, dans le même temps que le dollar s'est apprécié, le rouble, lui, s'est beaucoup dévalué. D'accord ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, une entreprise pétrolière russe vend en décembre 2015 son pétrole le même prix en roubles qu'elle le vendait en 2012. Le même prix. Ça lui rapporte exactement la même chose. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, quand on a trop de pétrole, la Russie, elle dit, mais moi, j'ai pas du tout envie d'arrêter de produire. Je gagne autant d'argent qu'avant. Pourquoi j'arrêterais de produire? Donc vous vous retrouvez dans la situation où on est un peu aujourd'hui, où personne ne veut arrêter de produire. Ça nous amène à la deuxième question. Qu'est-ce qui fera remonter les cours du pétrole? Alors, réponse A, subprime 2.0. Donc là, on repart sur la notion de création monétaire et de faire remarcher la planche à billets. Qui est pour cette explication? Pas grand monde, vous n'êtes pas très nombreux. Réponse B, non pardon, subprime, ça c'était la réponse B, planche à billets réparée, pardon. Les subprimes, pardon, c'est de savoir si... Il faut savoir que les compagnies américaines ont commencé à produire du pétrole de schiste, on l'évoquait pour l'instant. Alors rapidement, le pétrole de schiste, c'est quoi? C'est pas quelque chose de nouveau du tout. La technologie du pétrole de schiste existe depuis les années 50. Simplement, ça coûte cher. Donc on a dû attendre que le pétrole vaille 100 $ pour commencer à la développer. Donc il ne faut pas croire que c'est quelque chose de nouveau. C'est quoi le pétrole de schiste? Grosso modo, vous avez des couches géologiques qui sont extrêmement dures, dans lesquelles il y a des petites poches avec du pétrole. C'est pas une grosse poche, comme les champs traditionnels, c'est des petites poches. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous creusez un trou, ensuite vous allez à l'horizontale dans cette couche, vous envoyez des produits sous pression pour faire craquer la roche, et donc le pétrole qui est dans les petites poches, il sort par ces craquelures, il vient dans votre tuyau, vous le remontez, vous le récupérez. Voilà. Ça, c'est très important de bien comprendre ça pour comprendre aussi comment fonctionne un puits de pétrole de schiste. Vous comprenez bien que une fois que j'ai craqué la roche, le pétrole il sort tout de suite. Donc un puits de pétrole de schiste, ça donne 70% de son pétrole la première année. Et l'autre élément important, c'est qu'il faut bien savoir qu'un puits de pétrole de schiste, vu que c'est que des petites poches, ça ne produit pas autant qu'un puits de pétrole traditionnel. Pour vous donner un ordre d'idée, un bon puits de pétrole de schiste, ça produit 500 à 600 barils par jour. Un puits de pétrole traditionnel, ça produit, on va dire, entre 2000 et 10 000 barils par jour. Un puits de pétrole offshore, ça produit entre 10 000 et 200 000 barils par jour. Voilà. Donc on n'est pas du tout sur le même type de produit. C'est très important à comprendre parce que ça veut dire quoi? Je vais faire les deux autres réponses et puis on y reviendra plus en détail. Réponse C, la Russie rejoint l'OPEP. Donc, quelque part, une idée d'une politique pétrolière concertée au niveau mondial. Et réponse D, Troisième Guerre mondiale. Alors, calmez-vous, hein, rien de... on n'en est pas encore là. Mais on va revenir un petit peu sur ces différents éléments. Pour moi, l'élément le plus probable, c'est la réponse A, les subprimes 2.0. J'évoquais tout à l'heure la problématique des pétroles de schiste et de la façon dont ils produisent. Donc je vous disais, un bon puits de pétrole de schiste, ça produit 600 barils par jour, et au bout d'un an, ça a donné à peu près 70% de la totalité du pétrole que vous pourrez récupérer dans toute la vie du puits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en permanence, pour arriver à maintenir votre production, il faut que vous fassiez des nouveaux trous. Bon, un trou, comme ça paraît simple, mais un trou, pour aller chercher du pétrole, ça coûte entre 5 et 7 millions de dollars. Voilà. Là, on ne parle pas de faire un trou, hein. On parle de faire des dizaines de milliers de trous chaque année. Donc, on parle de sommes qui sont colossales. Mais surtout, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant que les prix du pétrole montent, vous trouvez des banques qui sont prêtes à vous prêter de l'argent, qui sont prêtes à vous financer, et vous dire, bah, tiens, je te donne un peu d'argent, fais-moi des trous, puis tu m'en rendras un peu plus tard. Le problème, c'est que le jour où les cours commencent à se retourner, la banque, elle dit, attends, je lui ai prêté de l'argent, mais est-ce qu'il va pouvoir faire suffisamment de trous pour arriver à me rembourser l'argent que je lui ai prêté? Et là, on commence à avoir un vrai problème. Et les banques, au début, elles tiennent. Puis après, quand le pétrole a perdu 20%, elles tiennent. Puis quand le pétrole a perdu 30%, elles tiennent. Quand il a perdu 50%, elles se disent, bon, maintenant, on est un peu mal, on ne peut plus vraiment revenir en arrière, il faut qu'on tienne, parce que... Et elles tiennent comme ça le plus longtemps possible.
Et c'est un peu le jeu vous savez, de la poule mouillée, où on prend deux voitures, on se fonce l'un sur l'autre et c'est le premier qui tourne qui a perdu. Là, c'est un peu le même problème, c'est de savoir qui va craquer le premier. Le problème, c'est que là, on arrive à un niveau où les banques vont plus tellement avoir le choix. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les banques, elles revoient 2 fois par an leurs conditions de crédit avec les compagnies pétrolières de schiste. En avril et en octobre. Donc avril, c'est bientôt. Et là, je pense qu'il va se passer quelque chose de relativement grave pour les compagnies de pétrole de schiste. Pourquoi ? Parce que quand on regarde en détail comment ça se passe aujourd'hui, les compagnies de pétrole de schiste vous expliquent ouais, mais on a fait plein de progrès, donc maintenant on produit pour moins cher, on arrive à faire des puits pour 4 millions et demi, et puis on arrive à sortir le pétrole plus vite, donc c'est super. Ouais, mais il y a quand même tous les puits d'avant qu'il faut continuer à payer. Il y a une dette existante. Et quand on regarde aujourd'hui en détail, on constate que la charge du remboursement de la dette de ces compagnies de pétrole de schiste aux États-Unis représente 80%. Alors, ce chiffre-là date du deuxième trimestre 2015. À l'époque, le pétrole valait encore 30 à 40% de plus qu'aujourd'hui. Et à l'époque, ça représentait plus de 80% de leur cash flow. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les compagnies de pétrole de schiste travaillent pour payer leurs dettes. Et pour rien d'autre. Elles ne gagnent plus d'argent. Et pour même beaucoup d'entre elles, elles sont même en train de perdre de l'argent. Il y a un cabinet d'audit que vous connaissez peut-être qui s'appelle Deloitte, qui a fait une étude très récemment où ils se sont dit on ne va pas s'arrêter à la situation aux États-Unis, on va regarder un peu partout dans le monde comment ça se passe. Et ils ont étudié les comptes de 500 sociétés de pétrole à travers le monde. Le résultat de leur enquête, il est disponible sur Internet, c'est qu'il y a aujourd'hui, sur les 500 sociétés qu'ils ont étudiées, 175 sociétés qui sont au bord de la faillite. Donc on a là l'hypothèse la plus probable de réduction de la production de pétrole. Alors, il faut voir à quelle vitesse ça va diminuer. Moi, mon scénario, si vous voulez, c'est qu'en avril, quand les banques vont devoir renégocier avec les sociétés de pétrole de schiste, elles vont être obligées de couper les crédits. Je donne un autre chiffre. Aujourd'hui, la dette représente à peu près 7 fois les résultats des entreprises de pétrole de schiste dans 60% des cas. C'est-à-dire qu'il y a 60% des entreprises de pétrole de schiste aux États-Unis qui ont une dette qui est égale à 7 fois leurs résultats. Donc, s'ils travaillent pendant 7 ans, ils feront que rembourser leur dette. Donc, on a un vrai souci. Et là, une banque ne peut pas décemment continuer à prêter indéfiniment à des sociétés comme ça. Je vous donne un élément de référence parce que vous n'êtes peut-être pas tous financiers, donc ça vous parle peut-être pas, mais en moyenne de 92 à 2012, le secteur pétrolier aux États-Unis, sa dette sur revenu, c'était environ 1,5 fois. Donc 1 an et demi. Aujourd'hui, on est à plus de 7 pour 60% des entreprises. Donc on a un vrai souci. Alors, bon, on va passer sur ce graphique-là qui est pas forcément très, très parlant. On va revenir sur les autres problématiques. Planche à billets réparée, ça veut dire simplement que les États-Unis reviendraient dans une politique où ils donneraient en fait de l'argent au marché. En fait, c'est quoi donner de l'argent au marché ? C'est donner de l'argent gratuit. Donc quand on vous donne de l'argent gratuit, qu'est-ce que vous faites ? Pierre et Olivier l'ont évoqué. D'abord, vous ne pouvez plus acheter d'obligations, qui sont des actifs sécurisés, mais c'est la Réserve fédérale qui les achète. Donc il faut que vous achetiez autre chose. Et vous avez quand même un rendement à trouver pour donner de la performance aux gens qui vous confient de l'argent. Donc il faut que vous alliez sur d'autres actifs. Et comme les actifs sont de moins en moins rémunérateurs, il faut que vous preniez de plus en plus de risques. Et c'est ça qui a fait qu'on a prêté de l'argent au pétrole de schiste. Si jamais les taux d'intérêt n'avaient pas été à zéro, qu'est-ce que ça fait les taux d'intérêt à zéro ? Comme l'argent coûte rien, vous investissez dans n'importe quoi. C'est pas très grave, puisque de toute façon l'argent coûte zéro. Et donc, pour moi, si on regarde objectivement les choses, si on avait eu des taux d'intérêt à un niveau normal, jamais les pétroles de schiste aux États-Unis ne se seraient développés. Pétrole de schiste, on parlait d'indépendance tout à l'heure, c'est quoi ? Les réserves totales prouvées, c'est pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres de l'Agence américaine d'énergie. Les réserves totales prouvées de pétrole de schiste aux États-Unis, c'est 10 milliards de barils. Tout à l'heure, on vous a dit que la consommation américaine de pétrole, c'était 20 millions de barils par jour. Ça veut dire que la pseudo-indépendance énergétique des États-Unis, elle repose sur 10 milliards de barils de stock de pétrole de schiste, c'est-à-dire moins de 2 ans de consommation américaine. Donc, les États-Unis ne peuvent pas être indépendants sur le plan pétrolier. Ils peuvent peut-être arriver à améliorer leur mix énergétique et à faire quelque chose de plus efficient, mais l'indépendance énergétique des États-Unis n'existe pas aujourd'hui. Alors, la Russie rejoint l'OPEP, ça c'est un autre point aujourd'hui qu'on est en train d'évoquer, parce qu'il y a des rapprochements
des discussions qui sont établies pour essayer d'arriver à mettre tout le monde d'accord pour réduire la production. Mais il faut savoir qu'il y a un historique, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la Russie et l'Arabie Saoudite, qui est le pays le plus important de l'OPEP, ne se font pas confiance parce qu'il y a eu des précédents où ils ont décidé de baisser la production en même temps. Les Saoudiens ont baissé leur production et les Russes ne l'ont pas baissé. Ils l'ont même augmenté. Donc les Saoudiens ont moyen confiance quand même. Donc ils ne sont pas très enclins à aller vers cette solution-là. Ça viendra peut-être plus tard. On a posé les bases avec le gel qui est en cours. Et puis World War III, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, si on regarde la tension qui est en train de se créer et les forces en présence, les États-Unis, la Russie, l'Arabie Saoudite, l'Iran, ça rappelle beaucoup les Balkans du XXe siècle. Et donc, il suffirait de pas grand-chose pour que la situation dégénère. Il se passe en ce moment des pourparlers de paix à Genève. Il faut suivre de très près ce qui se passe parce que la situation est loin d'être anodine, et notamment avec ce qui se passe aussi en Turquie, juste à côté de la zone, où il y a de plus en plus d'attentats, et on a vraiment besoin de toute cette zone-là pour pouvoir avoir un équilibre pétrolier. Si on a un incident majeur dans cette zone-là, là on pourrait se retrouver avec un affrontement entre l'Arabie Saoudite et l'Iran indirectement sur ce territoire, et ça pourrait faire monter les prix du pétrole très violemment. Voilà, j'ai été très long, je te repasse la parole. Non, ça va, on a fait 20 minutes, la moitié, il nous reste 4 questions, tout se passe bien. La dernière, il n'est pas très longue, on la mettra juste à l'écran. Alors justement, tu parlais de la Syrie. Comment en est-on arrivé là en Syrie? Tu vas continuer à travailler d'ailleurs. Alors, 4 questions. Guerre de religion 2.0. Comme vous le savez, souvent en Syrie, les gens comparent un peu ce qui se passe entre les différents musulmans, les chiites et les sunnites, à ce qui s'est passé chez nous il y a quelques centaines d'années entre les protestants et les catholiques. Alors, qui pense que c'est une guerre de religion en Syrie? Personne, pas de la religion. Pic et collégramme. Alors ça, bon, c'est une réponse, je ne sais pas si ça vous inspire beaucoup. On va en parler un petit peu plus tard. En fait, ce qui se passe, c'est que vous verrez qu'il y a un certain nombre de pays dans cette région-là qui produisent du pétrole. Et que le pétrole est à la base de la majorité des revenus, ou d'une grande partie de leurs revenus fiscaux. On va regarder ce qui s'est passé sur la Syrie, justement, sur la production de pétrole, et qu'est-ce que ça peut représenter pour eux. Donc on se prononcera un peu plus tard. 100 ans, ça se fête. Un anniversaire de 100 ans. Qui sait ce qu'on a fait il y a 100 ans? Ah, j'ai entendu Sykes-Picot, la bonne réponse. Effectivement, il y a 100 ans, qu'est-ce qu'on a fait? C'était en juin 2016, pendant la Première Guerre mondiale. Comment? 1916, c'était il y a 100 ans. Il faut faire la soustraction. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais pendant la guerre, comme on était face à l'Empire ottoman, on a un peu anticipé, au cas où ils perdaient, pour aller récupérer ce qu'ils avaient chez eux. Donc on s'est partagé la zone en traçant des traits à la règle, et ça a donné naissance à un certain nombre de pays au Moyen-Orient. Et je crois que l'État islamique s'en souvient très bien, puisque le premier symbole de l'État islamique, quand ils sont arrivés en Syrie, c'est de faire tomber la ligne qui avait été tracée à la règle 100 ans plus tôt. Et puis la réponse D, une histoire de tuyaux. Ah, il y a des gens qui ont l'air un peu au courant, ou des gens qui sont peut-être plombiers dans la salle. On verra un peu ce qui se passe sur justement l'histoire de tuyaux en Syrie. Mais effectivement, c'est une histoire de gazoduc, une histoire d'amis entre Bachar el-Assad, entre le Qatar, entre l'Iran. Et effectivement, il s'est passé des choses intéressantes là-bas. Alors je vais te laisser la parole sur AEC et Choubeli. Merci Nicolas. Bon alors, en fait, c'est un peu tout ça en même temps. Il faut reprendre la situation au tout début. Le tout début, c'est l'héritage de Mahomet. Donc Mahomet, c'était le prophète de l'islam, et je vais pas, s'il y a des musulmans dans la salle, je ne veux pas faire du tout de schéma facile, mais il faut quand même qu'on résume parce qu'on n'a pas toute la vie devant nous. Donc, pour faire simple, il y a eu une querelle de succession au moment de la mort de Mahomet pour savoir qui allait succéder à Mahomet, entre l'héritier naturel et le meilleur ami de Mahomet. Et donc ça a donné naissance à deux courants, les partisans d'Ali, les Shia Ali, donc les chiites, et puis de l'autre côté les sunnites qui étaient pour le partisan de la solution du meilleur ami de Mahomet. En fait, après, Ali a aussi été prophète de l'islam. Donc c'est vraiment, comme souvent, des querelles qui sont difficiles, dont la nuance est difficile à appréhender. Alors ça a donné naissance à deux courants dans la religion musulmane, les chiites et les sunnites. Si on regarde une carte, on voit qu'en fait, les chiites, ils sont surtout en Iran,
et surtout en Irak. Voilà. Alors, le problème, c'est que le pays sunnite principal et le plus, je dirais, le plus fort dans la zone, c'est l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, qui est ici, se trouve à côté de l'Irak et pas très loin de l'Iran. Et en fait, qu'est-ce que veut l'Arabie Saoudite? Elle veut éviter deux choses. Elle veut éviter d'abord que l'Iran devienne trop puissante dans la zone et vienne contester son autorité. Et pour ça, elle a fait un certain nombre de choses. Elle évite que le chiisme ne devienne trop présent. L'intervention au Yémen, par exemple, est un moyen d'éviter que les rebelles qui sont chiites prennent le pouvoir, auquel cas elle se sera retrouvée avec des chiites ici, des chiites ici, des chiites ici. C'était moyen confortable comme situation. Et le rêve de l'Iran, en réalité, c'est de recréer ce que le roi de Jordanie a appelé l'arc chiite. L'arc chiite, c'est quoi? Ça serait un arc qui partirait de l'Iran, qui passerait par l'Irak, qui irait vers la Syrie, parce que Bachar el-Assad est assez pro-chiite, il y a une certaine protection, et puis au Liban avec le Hezbollah, qui a pris pas mal de place. C'est un sujet relativement complexe, j'ai fait une note sur le sujet que vous pouvez retrouver sur mon compte Twitter si vous le souhaitez, dans lequel on rentre beaucoup plus dans le détail. Le problème de ça, c'est quoi? C'est que l'Arabie Saoudite refuse totalement ça. Pourquoi? Parce que si on arrive dans une situation comme ça, elle va se retrouver extrêmement sous pression au nord du pays. Et le gros problème, c'est que, je vous ai dit que l'Arabie Saoudite était un pays essentiellement sunnite, il y a à peu près 10 à 15% de chiites. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les chiites qui sont en Arabie Saoudite, ils sont tous au même endroit. Ils sont tous là. Enfin, l'essentiel se trouve ici. Et ça pose un problème. Parce qu'il y a un autre truc qu'il faut que je vous dise, c'est qu'ici, là, il y a les plus grands champs de pétrole d'Arabie Saoudite. Et donc, la grosse crainte, en fait, de l'Arabie Saoudite, c'est que si le mouvement chiite et l'arc chiite se recréent de l'Iran jusqu'au Liban, ils aient suffisamment de poids pour amener cette partie de la population à faire sécession et à les rejoindre, et donc ils trouveraient leurs ressources pétrolières menacées. Donc c'est pour ça qu'on a une lutte aussi forte entre ces deux grands États de la région aujourd'hui. Donc au départ, essentiellement, une problématique religieuse qui est devenue une problématique aussi géostratégique et une problématique pétrolière. Justement, sur le pétrole, on parlait du pétrole. Souvent, les gens pensent que les arbres montent jusqu'au ciel. En fait, c'est pas vrai. Ça monte pas jusqu'au ciel. Et c'est vrai aussi pour le pétrole. C'est-à-dire que si vous regardez un certain nombre de pays, alors il y a des pays qui sont encore assez démocratiques, la Norvège, qui a quand même 800 milliards de dollars de côté, alors que nous, on est assis sur 2000 milliards d'euros de dette. Bon, qu'on ne remboursera pas, bien sûr, mais c'est toujours mieux d'en avoir dans la poche. Le Royaume-Uni aussi. Et vous constatez qu'il y a un certain nombre de pays, donc c'est toutes des démocraties où tout se passe bien dans le meilleur des mondes, le Yémen, l'Égypte, la Syrie, le Venezuela, l'Algérie, où vous avez eu ce phénomène de pic. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils sont passés par un maximum de production pétrolière, alors là c'est dans les 10 à 20 dernières années, et que ça a commencé à baisser. Manque de bol, ces États-là, généralement, ça représente une source de financement extrêmement importante. Si on prend le cas de la Syrie, au début des années 2000, les revenus pétroliers représentaient 40% des revenus de l'État. 40% des revenus de l'État, c'était le pétrole. Ils ont passé leur pic pétrolier en 1996, vous me ferez confiance. Et bien depuis, en 2010, les revenus de l'État du pétrole n'étaient plus qu'à 25%. Donc quand on passe de 40 à 25%, il faut trouver de l'argent ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? On augmente les impôts, c'est pas hyper populaire. Ou alors on baisse les subventions, parce que dans ces pays-là, souvent l'énergie est très subventionnée, on vous la donne presque gratuite. C'est toujours pas très populaire. Et donc ça a quand même permis de créer un contexte qui a fait qu'en 2011, il y a eu ce printemps arabe qui a été déclenché. Et justement, si on parle du déclenchement, alors on va parler rapidement, on va passer sur Sykes-Picot, on reviendra après. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement en 2011 avec cette histoire de plombiers et de tuyaux? Alors vous avez en fait dans la région le plus grand champ gazier du monde qui est entre l'Iran et le Qatar, qui est ici sous l'eau. L'Iran, qui depuis un certain nombre d'années est sous sanctions internationales, donc ne peut pas vendre notamment son gaz aux pays européens ou aux États-Unis. Il faut savoir que en fait, le Qatar a très longtemps été très bon ami avec Bachar el-Assad. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2008, nous avions sur les Champs-Élysées, pour ceux qui y sont allés, pour le défilé du 14 juillet, Bachar el-Assad, présent dans l'Assemblée, invité par Nicolas Sarkozy. Et à l'époque,
Non, lui, c'est pas lui qui l'a reçu. Non, là, pour l'instant, c'est plutôt Erdogan qui est sur le coup. Là, mais donc, Bachar el-Assad était là. Et pourquoi est-ce qu'il était là? Parce que le Qatar avait demandé à Nicolas Sarkozy d'inviter son ami Bachar el-Assad. Le Qatar, jusqu'en 2011, était un des plus importants investisseurs directs étrangers en Syrie. Et il leur avait proposé en 2009 de faire passer, en fait, un tuyau, parce que comme ils vendent leur gaz et qu'ils le vendent par des bateaux, aujourd'hui, les bateaux doivent passer par là, détroit d'Ormuz, qui n'est pas très loin de l'Iran. L'Iran, un peu fâché que finalement eux ne puissent pas puiser dans le puits de gaz, pourrait éventuellement bloquer ou les empêcher de vendre leur pétrole, leur gaz. Donc pouvoir le vendre avec un tuyau, pouvoir aller en Europe et faire concurrence à la Russie, 33% de notre gaz en Europe, était une belle idée. Donc ils s'étaient mis d'accord, le tuyau partirait du Qatar, passerait par l'Arabie Saoudite, remonterait par la Jordanie, puis la Syrie, puis la Turquie. Tout le monde était content. Je vous rappelle que Recep Erdogan aussi était très très ami avec Bachar el-Assad, qu'il appelait son petit frère. Ils étaient très amis. Sauf que quand il y a eu ce projet en 2009, l'Iran a regardé ça d'un œil un peu de travers et se sont dit, en fait, nous, ça ne nous arrange pas vraiment. Et ils sont aussi amis avec Bachar el-Assad et aussi avec la Russie. Et donc, ils ont eu ces discussions. Ils ont dit, en fait, au lieu de faire le projet du Qatar, qui proposait en gros de faire ce tuyau, et contre la clémence de Bachar el-Assad de laisser passer ce tuyau, le Qatar allait leur proposer la protection militaire, un peu comme l'accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite de 1945, l'accord de Quincy. Sauf qu'en 2011, Bachar el-Assad dit au Qatar et à l'Arabie Saoudite, qui sont quand même pas complètement amis avec l'Iran, en fait, on va pas faire ça avec vous. On va faire ça avec l'Iran. Donc, désolé, on va passer avec l'Iran et on va se connecter effectivement au tuyau russe et on va pas passer par la Turquie, on va aller directement en Grèce. Comme ça, la Turquie ne touchera pas d'argent pour le passage du gaz. En fait, ça, le Qatar, ça les a pas amusés. Ça les a pas amusés et au lieu de donner leur protection militaire à Bachar el-Assad, ils l'ont plutôt donné aux rebelles modérés. Alors je ne sais pas ce que vous englobez là-dedans. Vous pouvez retrouver des gens comme Al-Qaïda qui sont a priori plus modérés qu'il y a 15 ans, il se paraît. Vous avez Al-Nosra, un certain nombre de factions. Et depuis 2011, en fait, le Qatar non seulement arme les rebelles modérés, je vous rappelle que c'est les alliés de Laurent Fabius, mais il leur donne aussi de l'argent. Et donc, pour faire à tout prix tomber Bachar el-Assad, pour pouvoir faire passer leur foutu tuyau. Une toute petite parenthèse, on parle d'argent. D'abord, ce qu'on dit là, c'est pas quelque chose de contestable, c'est officiel, il y a des articles sur le sujet, dans le New York Times, dans le Wall Street Journal. On parle pas d'un petit peu d'argent. Le Qatar a donné 3 milliards de dollars à la rébellion syrienne. 3 milliards de dollars. Et il y a des experts américains qui sont venus former les rebelles syriens de façon à ce qu'ils puissent combattre efficacement les armées de Bachar el-Assad. Donc on n'est pas dans la petite opération. Parfait. Bon, justement, tu parlais du financement, alors on va parler... Prochaine question, qui finance le terrorisme? Qui finance le terrorisme? Alors, réponse A, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, bon. Alors, vous verrez que c'est que des pays qui ont reçu récemment, à part la Turquie, la Légion d'honneur. On les remercie pour ce qu'ils font. Le Qatar? Le Qatar, c'était pas difficile. Alors, la Turquie? Est-ce qu'elle finance assez le terrorisme pour recevoir la Légion d'honneur? C'est une question qu'on peut se poser. Et chacun d'entre nous, un petit peu moins, mais on sent qu'il y a quelques bras qui se lèvent quand même. Alors on va commencer par le simple, l'Arabie Saoudite. Comment ça se passe l'Arabie Saoudite? Alors il y a un peu nous aussi. Il faut savoir qu'en fait l'Arabie Saoudite est notre plus gros client d'armes. 8 milliards d'euros sur ces 5 dernières années, le plus gros client devant l'Inde. Alors forcément, les armes, on ne peut pas les vendre que à des gens démocrates, il faut bien des gens qui se battent. Donc c'est un bon client. Il y a un truc qui est assez drôle. Vous savez, à l'ONU, il y a un truc qui s'appelle le Conseil, pas très drôle, mais qui est bizarre, on va dire, le Conseil de sécurité de l'ONU.
Le Conseil de sécurité de l'ONU, c'est 5 pays. Alors de tête, États-Unis, France, Chine, Angleterre et Russie. C'est les membres permanents. Quel est leur travail? Leur but, ces gens-là à l'ONU, c'est de maintenir la paix dans le monde. C'est de maintenir la paix dans le monde, c'est un peu leur travail. Alors, si on regarde qui sont les 5 plus grands vendeurs d'armes dans le monde, je ne vous donne pas la réponse, c'est effectivement ces 5 pays. Donc ça marche. Je peux faire juste une toute petite parenthèse. À l'ONU, il y a un autre truc aussi qui s'appelle le Conseil des droits de l'homme. Et vous savez qui est président du Conseil des droits de l'homme aujourd'hui? C'est l'Arabie Saoudite. Et c'est vrai, 70 décapitations depuis le début de l'année, 153 l'année dernière. Alors, ce qui est quand même important, c'est que nous, vous savez, là, ils sont en avance cette année, ils sont à 70. Là. Ils sont à 70. Alors, ce qui est quand même important, c'est que, comme on le disait, on a inventé avec la SNCF les Smiles. Vous connaissez les Smiles? Eh ben, l'Arabie Saoudite a passé les 8 milliards et elle a eu le droit à assez de Smiles pour avoir une petite barrette sur son étiquette. Alors, on ne l'a pas dit à tout le monde, mais on a quand même remis au prince héritier la Légion d'honneur. J'espère qu'on nous la proposera jamais. Alors, oui, on peut la refuser, effectivement, ça se fait de mieux en mieux. Donc, c'est quand même un petit peu nous qui finançons le terrorisme, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe de ces armes? Eh bien, souvent, ils les donnent. Ils les donnent à des gens qui se battent pour eux. Ça peut être soit Daesh, soit les rebelles modérés, ça dépend. Alors, ça passe souvent par des ONG, parce que c'est pas en direct, les ONG qui peuvent financer le terrorisme. Alors, on a parlé du Qatar. Alors, le Qatar finance pas mal de choses. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que chaque euro qui va dans la poche de Zlatan ne va pas dans la poche de Daesh. Et ne va pas non plus dans la poche. Et là, pour le coup, on a enfin trouvé les frappes de destruction massive qu'on cherchait depuis longtemps en Irak. Elles étaient ici devant nous, à Paris, avec notre ami. Et c'est plus agréable à regarder. Non, il faut savoir qu'effectivement, on a noué une relation avec le Qatar depuis un certain nombre d'années. Il me semble que c'est depuis Nicolas Sarkozy, où ils investissent beaucoup dans notre pays. Ils financent un plan. Alors, c'était un plan banlieue de 300 millions d'euros. C'est devenu un plan PME. Ça a été changé de nom. Mais voilà, vous avez quand même, entre l'Arabie Saoudite et le Qatar, les deux pays financeurs du terrorisme. Alors, comment ça se passe pour financer le terrorisme? C'est pas très compliqué. Vous savez, il y a un mot qu'on nous sert tout le temps qui est insupportable, c'est l'ubérisation. Tout est ubérisé en ce moment, on ubérise ce qu'on veut. La vérité, c'est qu'on ubérise effectivement un peu le terrorisme. Parce que quand on veut faire les factions djihadistes qui sont en Syrie, comment ça se passe? Il suffit en fait à un certain nombre de personnes de créer un événement qu'on va filmer, on va faire des photos, on va l'envoyer à notre parrain, et s'il trouve ça bien, il va nous renvoyer une enveloppe. Alors, généralement, ça passe par la Turquie. Donc, on va la chercher à Istanbul. On va chercher la petite enveloppe à Istanbul. On va chercher aussi quelques armes au passage, si on en a. Et puis, on peut revenir en Syrie. Vous savez que la frontière est un peu perméable, même si ça change. Et donc, n'importe qui aujourd'hui peut se faire financer par le Qatar, par l'Arabie Saoudite, de manière assez facile. Donc, l'ubérisation du terrorisme. Un petit mot sur la Turquie, peut-être, Benjamin? Oui, très rapidement, la Turquie est aussi un vecteur, mais on en a un peu parlé en disant que c'était pas vrai, mais il y a un certain nombre de films qui permettent de mettre en évidence que ça a été un des moyens de financer le terrorisme, c'est-à-dire qu'en fait, notamment en Irak, les rebelles et Daesh qui s'est installé en Irak, dans le nord de l'Irak, ont capturé un certain nombre de champs pétroliers. Ils ont extrait du pétrole qu'ils mettaient dans des camions et qui faisaient passer la frontière turque. Les Turcs ont démenti catégoriquement, mais il y a un certain nombre de preuves qui ont été amenées, comme quoi les Turcs finançaient bien le terrorisme en achetant du pétrole à un prix dérisoire par rapport au prix de marché, mais ce qui leur permettait d'arriver à avoir du pétrole au marché noir à pas cher. Malheureusement, ça voulait dire qu'ils donnaient de l'argent aux terroristes. Mais eux, ça ne les donnait pas beaucoup. Alors, on va finir par parler de chacun d'entre nous. C'est le côté un peu plus difficile. Est-ce que nous finançons le terrorisme ou pas? Alors, en fait, tous les ans, on donne 10 milliards d'euros à l'Arabie Saoudite. 10 milliards d'euros. Donc, eux nous en donnent, vous avez fait le calcul, 8 milliards sur 5 ans, ça fait à peu près 2. Nous, on leur en donne 10. Parce qu'on achète 20% de notre pétrole à l'Arabie Saoudite. Alors, je dis souvent, il y a plusieurs façons de lutter contre le terrorisme.
Il y en a une, c'est de ne pas prendre sa voiture, de prendre un vélo. Il y en a une deuxième, c'est de faire du covoiturage. Et donc vous avez chacun une possibilité de vous battre à votre façon contre le terrorisme en limitant d'utiliser votre voiture quand vous pouvez vous en passer. Parce que vous avez bien vu que sinon, alors c'est que des pays démocratiques après, vous voyez, hein, Arabie Saoudite, Nigeria, Russie, Algérie, Angola, Kazakhstan, ça va encore pour l'instant. C'est quand même une république fantoche, mais c'est moins tard. Donc on va juste finir, on va passer... Si vous mettez un pull, si vous ne voulez pas rouler moins en voiture, mettez un pull, vous consommerez moins de chocolat. Exactement. Très rapidement, cette question avant de finir sur l'hommage. Pourquoi est-ce qu'on y allait en Irak en 2003 Je vous rappelle qu'en fait, Daesh, c'est né après l'Irak, après l'invasion américaine. Arme de destruction massive, 710 bonnes raisons. Repasser les comptes en dollars. Eh bien, c'était 710 bonnes raisons. Voilà. Vous vous en douciez tous. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, il y a un monsieur qui vient présenter les 710 bonnes raisons pour aller intervenir en Irak. Et on lui dit, excusez-nous, on a mis le panneau dans le mauvais sens, et quand on retourne le panneau dans l'autre sens, en fait, il y a écrit pétrole. Voilà, donc la seule vraie raison, c'était celle-là. Voilà, donc on vous remercie, et on finit par cette question, qu'on vous laissera choisir la réponse tout seul. Laurent Fabius. Quelle trace laissera Laurent Fabius dans l'histoire de France? La synchro-5 règle des 3%, est-ce que vous savez? Eh bien, c'est Laurent Fabius. Qui nous vaut cette règle des 3%? Qui nous vaut de nous prostituer avec le Qatar et l'Arabie Saoudite? 3% de déficit, hein, et qui a été repris par tout le monde sans se poser de la question de l'intérêt de la chose. L'affaire du sang contaminé, le fiasco diplomatique syrien, pas mal. Et après, il y a quand même le succès mondial, voire interplanétaire, de la COP21. Merci Laurent.